Bien, je propose de redémarrer. Donc, après avoir parlé des câbles sous-marins, des réseaux terrestres, on va s'intéresser à la résilience des réseaux, au déploiement en France et à l'étranger des réseaux FTTH. Et puis, on terminera cette journée par quelques mots sur l'impact de la construction de ces réseaux sur le changement climatique. Voilà, bah écoutez, c'est donc Baptiste Essieux qui sera notre animateur. Et je ne ferai que passer le micro aux uns et aux autres. Donc, Baptiste, à toi. Alors bonjour à tous, moi je suis Baptiste Essieux, donc je suis journaliste pour la Gazette des communes et technicité, donc plutôt le côté acteur public qui est donneur d'ordre sur les déploiements de la fibre, parce que la technique c'est aussi un peu politique. Et puis donc je vais commencer, donc je vais vous appeler dans l'ordre et puis vous allez vous présenter. Donc d'abord Xavier Renard, directeur marketing d'Acom, pardon, oui. Et puis, allez-y, je vous laisse vous présenter au sein d'Acom. Je vais vous donner celui-ci tout à l'heure. Bonjour, oui, Xavier, marketing d'Acom. Acom, c'est un industriel spécialisé dans la fabrication du câble, de la connectivité et des systèmes de câblage. On n'est pas très loin d'ici, on est à 1 heure d'ici, dans le sud-Manche, avec un site principal de plus de 42 hectares. Donc, moi, je suis directeur marketing de la BU Télécom. En fait, chez Acom, on a plusieurs BU. L'automobile, on fait du câble et des systèmes de câblage pour l'automobile, pour les télécoms, les bâtiments, les réseaux ferrés. Et donc, voilà, tout ça concentré en partie sur notre site à Mortain, puisque on est aussi présent dans pas mal de pays européens et dans le monde aussi pour nos usines automobiles. Et alors, petit détail, moi je ne le savais pas, mais vous êtes une SCOP. Et effectivement, voilà, une des particularités de notre groupe, c'est qu'effectivement, nous sommes une coopérative. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise est détenue par ses salariés. Donc, on est, j'ai envie de dire, sur le mode de fonctionnement d'une entreprise traditionnelle, sauf que notre conseil d'administration sont des salariés et que le patron de l'entreprise est aussi un salarié élu au sein du conseil d'administration. Donc, en tant que salarié, je suis aussi actionnaire de mon entreprise et donc on vote tous les ans à l'Assemblée générale un certain nombre de résolutions. Alors à vos côtés, vous avez Michel Garde, responsable du service au maintien des infrastructures et réseaux chez Axione. Alors du coup, quel est votre rôle dans cette entreprise? Bonjour à tous. Et, avant de me présenter, je tiens à remercier cette organisation à la fois du Credo et de l'IUT. Pour ma part, c'est la première fois. Donc, je découvre cet enrichissement de la journée. Donc, encore une fois, merci. Pour ma part, donc Michel Garde, je suis gardez en tête la station orbitale, mais derrière ça, il y a un acronyme. Et donc, celui du maintien des infrastructures et de l'intégrité des réseaux. Donc, ça, c'est l'équivalent parfois du MCO, maintien en conditions opérationnelles, au sein de l'entreprise Axione, et je suis rattaché à la direction d'exploitation. On a une direction de construction, une direction de l'exploitation, et je suis dans l'exploitation. Donc, Axione est un opérateur de télécommunications qui finance, conçoit, déploie, exploite les réseaux et les solutions très haut débit, à la fois dans le fixe comme dans le mobile. Donc, et je suis basé pour ma part à Malakoff, donc sur la région parisienne, donc au siège. Oui, très bien. C'est bon. Ensuite, Laurent Dezonnet, expert technique pour l'Europe du Sud chez Cisco. Donc on passe de l'infrastructure autour des... Enfin voilà, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. J'étais un petit peu appelé à l'étranger. Je suis à Londres aujourd'hui. On peut remercier la fibre, parce que sans la fibre, on ne pourrait pas être présent. Donc moi, je travaille pour une société qui s'appelle Cisco, qui est l'un des leaders mondiaux dans tous les équipements actifs de routage, que ce soit pour les entreprises
ou sur les infrastructures de compute et data center qu'on peut trouver aujourd'hui, qui sont aussi qui s'appellent des infrastructures qui nécessitent énormément de fibres aujourd'hui. Et donc, mon rôle, c'est d'animer et de gérer les équipes avant-vente techniques qui vont répondre aux appels d'offres des opérateurs, des communautés qui ont besoin d'équipements actifs pour le réseau, pour interconnecter les consommateurs, les usagers de la fibre. Voilà. Donc, ça, c'est voilà. Et pour information, Cisco, c'est multinational. On est à peu près 80 000 employés distribués sur les différents continents avec des équipes à la fois de développement basées aux États-Unis, en Inde et en Europe, et notamment en France, en région parisienne. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et à distance, nous avons également, alors, je crois, Frédéric Leriche de Corning. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Frédéric Leriche. Je suis de la société Corning. Je suis responsable de la ligne de produits des contenants étanches de protection des épissures optiques au niveau Europe, Middle East, Africa. Corning, c'est un groupe mondial qui fait beaucoup de produits dans le domaine du verre. Et par exemple, les écrans plats pour les smartphones, par exemple. Hein. Et dans le cadre des réseaux fibre optique, c'est un des leaders mondiaux pour la fabrication des fibres, de la fibre optique et également donc des câbles, etc. En ce qui me concerne, moi, je suis dans la partie des accessoires de réseau, donc les contenants étanches. Donc, il y a plusieurs types d'accessoires dans un réseau, hein, partant du central office, allant jusqu'à la prise optique. Et nous avons un site de fabrication de ces contenants étanches à Pontchâteau, en Loire-Atlantique. Voilà. Alors, merci beaucoup. À la suite, nous avons Niels van den Broek, consultant en stratégie environnementale chez ECO. Bonjour à tous. Oui, Niels van den Broek, mais c'est difficile à dire, je comprends. Dans le cabinet ECO, un jeune cabinet donc spécialisé dans la RSE et spécialisé aussi dans les télécoms. Donc on a cette double approche, cette double compétence. Et moi, à titre personnel, je suis vraiment spécialisé sur la partie environnementale, donc sur la sensibilisation, la formation des dirigeants, des équipes, aussi des professionnels de l'environnement dans le secteur. Toute une dimension aussi sur l'évaluation environnementale. Donc, en fonction du périmètre, voilà, ça peut être évaluer les émissions carbone au travers d'un bilan carbone. Donc, si on est à l'échelle d'une entreprise, si on réfléchit à l'échelle du produit, je réalise aussi des analyses de cycle de vie, des ACV, donc qui là se focus pas uniquement sur le carbone, mais sur l'ensemble des différents critères, en tout cas environnementaux. Et également sur la partie adaptation, donc il y a des diagnostics de vulnérabilité, des analyses de risque. Donc voilà un peu le genre d'outils que j'utilise et que je mets en place au sein des entreprises et aussi un peu dans le public, mais on a plus d'activités au sein des entreprises. Et après, toute une dimension stratégie, hein, une fois qu'on est au courant, qu'on sait à peu près où sont les problèmes, il faut mettre en place les solutions. Et donc là aussi, en fonction du périmètre, on a du jargon, on peut parler d'adaptation, d'atténuation, de décarbonation, d'éco-conception, en fonction d'où est-ce qu'on regarde et de ce qu'on regarde. Donc voilà, je touche un peu à toutes ces méthodologies liées à la stratégie environnementale pour les entreprises des télécoms. Donc c'est assez large, hein, ça va des opérateurs aux aménageurs, à des fonctions transverses, à des opérateurs de services, de centres de données. Donc la filière est assez vaste et diversifiée, donc il y a différents sujets à traiter. Et alors, donc justement, avant de traiter tous ces sujets ensemble, tous les 5, nous avons d'abord écouté Vincent Roger Machard, président de Cogicom, pour nous présenter le déploiement de la fibre en Europe et dans le monde. Oui, merci. Donc Cogicom, c'est un organisme de formation
Formation et conseil. Alors dans le conseil, c'est beaucoup auprès d'autorités publiques. Ça peut être sur les accompagner pour définir une politique nationale sur le déploiement des réseaux, comme on a eu en France par exemple avec le plan France Très Haut Débit en 2012. Ça peut être accompagner une autorité de régulation pour fixer des règles pour les déploiements ou pour faire le bilan d'une politique publique autour des déploiements, réseaux fixes ou mobiles. Et c'est aussi les sujets qu'on traite en formation. Et donc là, on m'a demandé de faire partager un petit peu l'expérience internationale sur les déploiements du FTTH. Donc je vais vous parler de ce qui s'est fait essentiellement. Et puis après, je vous présenterai un petit peu ce qui s'est fait dans d'autres régions du monde. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les choix de déploiement, la façon dont on déploie un réseau FTTH, ce n'est pas uniquement lié aux capacités de la technologie et des réseaux PON. C'est beaucoup lié à qu'est-ce qu'on avait comme réseau, quel est le marché, est-ce qu'on est sur un marché concurrentiel ou bien est-ce qu'on a un opérateur monopolistique ou un opérateur dominant, quelles sont les infrastructures, les autres infrastructures existantes, quels sont les choix politiques qui sont faits. Par exemple, en Europe, sur les choix politiques, la CNEL, en 2010, a dit qu'il fallait aller vers des réseaux NGA, Next Generation Access. Et les réseaux NGA, c'était 30 mégabits par seconde, un débit descendant de 30 mégabits par seconde. Et ça, c'est comme ça qu'en France, on a dit le très haut débit, c'est 30 mégabits par seconde descendant. C'était quelque chose d'arbitraire. En 2020, la Commission a défini les réseaux VHCN, Very High Capacity Networks, et vise à arriver en 2030 à la société du gigabit. Donc là, on doit avoir 1 gigabit par seconde descendant. Donc à partir de ces valeurs un peu arbitraires, en fait, tous les États de l'UE ont défini une politique, ont fait des plans nationaux. En France, le plan national a été très vite d'aller sur le tout fibre optique. Et donc, ça fait que quand on a comparé parce que les pays se comparent beaucoup, quand on compare sur le critère NGA, donc 30 mégabits par seconde, en fait, la France n'était pas très bonne dans les statistiques parce que, comme tout de suite, elle a fait le saut sur la fibre, il y a plein d'endroits où elle était en retard. Et par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, quand ils étaient encore dans l'UE, la France était plutôt en retard. Par contre, sur le critère VHCN, là, la France fait partie des premiers, numéro 2, parce qu'on a beaucoup plus déployé la fibre optique. Donc déjà, il y a ce critère politique qui est important. Ensuite, il y a l'État, les technologies qui étaient là avant, les réseaux qui étaient là avant. Première chose, c'est le réseau de câbles coaxial qui a été déployé pour faire de la télévision. Ce réseau, c'est un réseau qu'on peut facilement upgrader pour passer à du très haut débit, faire de l'Internet dessus et de l'Internet à très haut débit. Avec la technologie DOCSIS, on appelle ça des réseaux hybrides fibre coax, HFC. Et autant en France, on a assez peu de réseaux câblés, autant en Scandinavie, en Allemagne, il y en a au Royaume-Uni, il y en a beaucoup. Et donc, ils ont pu fortement s'appuyer sur ces réseaux pour proposer du très haut débit. L'Italie, il n'y en a pas du tout. L'Espagne, il n'y en a pas du tout.
l'Espagne avait un réseau cuivre, donc la paire de cuivre pour faire du téléphone, en assez mauvais état, c'est peu déployé. C'était en fait, c'est l'héritage des années du franquisme où l'Espagne a peu investi dans ses infrastructures. Ils ont essayé dans les années 80 d'investir, mais il y avait quand même du retard. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle du leapfrog development. C'est tout de suite, on passe au-dessus. Et ils ont fortement déployé la fibre optique. Ce qui fait qu'ils sont numéro un. C'est une des raisons pour lesquelles ils sont numéro un. Autre chose sur l'historique du réseau cuivre, donc cette boucle locale, là aussi, pour des raisons d'histoire de à quel moment ça a été déployé, plutôt dans le milieu du XXe siècle, plutôt sur la fin du XXe siècle. La France a été plutôt en retard dans son déploiement dans les années 70. Il y a eu un grand plan de rattrapage. Et donc, il y a des pays où la boucle locale cuivre était assez courte, entre la distance entre le central téléphonique et l'abonné était assez courte. La France, qui l'a déployé plus tard, a pu faire des boucles locales plus longues. Mais vous savez sans doute que la DSL, son débit diminue avec la distance. Donc, c'est plutôt avantageux d'avoir une boucle locale assez courte. Et surtout, quand après, on veut passer de l'ADSL au VDSL ou au VDSL vectorisé. Donc tout ça, ça a permis à des pays qui avaient une boucle locale courte de faire des plans d'upgrade progressifs. Alors qu'en France, on a choisi de ne pas être progressif, mais d'y aller directement. Même si du VDSL a pu être déployé. Autre chose, toujours sur l'Allemagne, ils ont beaucoup utilisé des technologies où ils avaient besoin de plusieurs paires de cuivre chez l'abonné. Donc là aussi, ça permet d'améliorer les débits. Donc ça, c'est des aspects techniques liés à l'histoire. Autre aspect technique sur les règles de déploiement. On parle beaucoup, et ce sont des questions qui sont revenues là, soit au moment de la tempête Sioran, soit au moment des incendies, soit cet été là avec les incendies qu'il y a eu. Est-ce que les câbles posés en aérien, est-ce qu'ils ne sont pas plus soumis sur les problématiques de résilience? Est-ce qu'ils ne sont pas plus fragiles? On a malgré tout, pour des raisons de coût, en France, choisi de plutôt poser en aérien. L'Allemagne privilégie largement la pose en souterrain. Le Danemark, c'est du souterrain. Les pays scandinaves, c'est aussi beaucoup en souterrain. Donc, les coûts de déploiement ne sont pas du tout les mêmes. Il y a des questions de génie civil, voilà, il y a des règles de voirie. Normalement, quand vous faites une tranchée sous une route, c'est 80 cm de profondeur. Il y a eu, dans les débuts du déploiement de la fibre en France, de grands débats sur est-ce qu'on peut utiliser de la micro-tranchée pour poser la fibre à 30 cm de profondeur. Ça paraît idiot comme question. On n'est pas du tout sur des sujets de réseau et télécom. Mais en fait, la réalité du déploiement de la fibre, c'est beaucoup ça. Et tous les pays n'ont pas fait les mêmes choix. L'Espagne autorise largement le déploiement des câbles. Si vous allez à Barcelone, à Madrid, vous voyez des immeubles avec des toiles d'araignée de câbles optiques devant, parce que tous les opérateurs sont venus avec leur réseau et posent ça en façade. Donc, voilà, il y a des pays qui ont dit en France, vous avez les architectes des bâtiments de France,
Si vous posez une armoire de rue qui sera visible en même temps que l'église classée du XIIe siècle, ce sera un niet. Tout le monde n'a pas ce genre de contraintes. Donc, il y a beaucoup ces questions qui font que le déploiement d'un réseau fibre en Espagne est beaucoup moins cher qu'en Allemagne. Autre chose, si vous pouvez réutiliser les câbles cuivre ou coaxiaux qui sont dans un immeuble, vous n'avez pas à passer dans la partie privative. Vous restez dans le domaine public. Et donc là, il y a des règles très définies. C'est clair, ça peut prendre du temps, le déploiement, mais on sait comment ça va se passer. À partir du moment où vous rentrez sur le domaine privé, vous avez affaire à des copropriétaires. Et là, c'est jamais les mêmes. Il y a des règles qui sont variables. Vous n'êtes pas à l'abri d'un vieux grincheux qui dit non, pourquoi on ferait des travaux dans l'immeuble. Enfin, donc ça ralentit fortement les déploiements, ça oblige à aller être présent. Enfin, les opérateurs parfois sont présents dans les réunions de copropriété, c'est très compliqué. Et puis, ce n'est pas les mêmes règles partout en Europe. J'avais travaillé pour un opérateur qui voulait déployer au Royaume-Uni. Il a un opérateur français, il avait ses référentiels d'assemblée de copropriétaires, etc. Il demandait mais comment ça se passe? On ne se comprenait pas en fait avec les Anglais jusqu'à ce qu'on réalise que il n'y a pas au Royaume-Uni, vous achetez pour 99 ans. Vous n'êtes pas propriétaire, donc les notions n'étaient pas du tout les mêmes. Donc voilà, ça modifie les façons de déployer la fibre. Et donc, aujourd'hui, donc je vous ai dit, le peloton de tête, c'est Espagne, Portugal, France, pas mal de pays scandinaves quand même. Allemagne est très en retard dans ses déploiements du FTTH. Et à l'échelle du monde, du coup? Et alors, à l'échelle du monde, si on prend... Je vais prendre d'abord la Chine. La Chine, aujourd'hui, on a plus de 500 millions d'abonnés, pour vous donner une échelle. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que des choix, même des choix techniques qui sont faits en Chine, ont des répercussions sur ce que l'on fait. C'est-à-dire que la Chine a massivement déployé du GPON. Ça veut dire qu'ils en déploient tellement que les coûts baissent. Et donc, on a intérêt à déployer ça. États-Unis, ils ont beaucoup câblé le pays, donc ils utilisent beaucoup le DOCSIS et pas tellement donc l'hybride fibre coax et pas tellement le FTTH. Et ils ont beaucoup aussi, surtout dans les zones type plaine du Midwest, du wireless, fixed wireless access. La 5G là-bas est beaucoup utilisée sur des solutions fixes. Autre zone que je connais bien, c'est l'Afrique. L'Afrique, il y a pas mal de déploiements qui se font dans les grandes villes. Il y a notamment un acteur français, GVA, qui est en fait Canal+, qui déploie, qui peut déployer, il passe des accords avec le distributeur d'électricité pour pouvoir réutiliser leurs poteaux. Souvent, ils se débrouillent pour avoir une exclusivité. Et il y a beaucoup de pays de capitale, surtout dans les grandes villes qui font ça, où ils ont été les premiers à déployer. Ça a forcé les concurrents qui étaient déjà en place à se mettre à déployer de la fibre, sachant que traditionnellement, l'accès Internet en Afrique, c'est sur le réseau mobile. Il n'y a pas de boucle locale cuivre suffisante pour que ça représente un marché. Donc voilà, ça se déploie pas mal en Afrique. Et dernière chose que je voudrais dire, c'est le choix qui a été fait en France de pouvoir
avoir de la concurrence sur le réseau fibre au travers de la mutualisation, c'est un choix assez unique, alors unique avec ce qu'il a de très positif, parce que ça permet une véritable concurrence et donc une baisse des coûts, et l'utilisateur, le consommateur peut choisir son opérateur. Mais également très complexe à mettre en œuvre, et la plupart des pays n'ont pas choisi ça et sont allés sur, en fait, un opérateur déploie son réseau, ça lui permet d'utiliser de façon beaucoup plus optimale les capacités de couplage des réseaux PON, Passive Optical Networks. Voilà, c'est vraiment deux choix différents qui ont été faits. Encore une fois, le choix français est un peu se démarque vraiment par rapport aux autres pays, que ce soit Europe ou monde. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une première question de la salle. Merci Vincent. Première question. Alors, on vient de parler des différents types de réseaux en Europe et même dans le monde, mais qu'en est-il des architectures techniques choisies? Par exemple, en France, on a choisi une architecture principalement basée autour des points de mutualisation, mais qu'en est-il dans le reste du monde? Merci. Alors, peut-être Frédéric Leriche de Corning. Oui, bonjour à tous. Donc, en effet, en France, l'architecture de réseau, comme vient de le dire Vincent, est assez unique, mais la décision a été, le choix a été fait en effet d'avoir une mutualisation du réseau sur le passif, et donc ça a conduit à créer ces points de mutualisation. Donc, je vous engage à aller sur le site de l'ARCEP, puisque en France, il y a un groupe d'experts qui a été formé au niveau par l'ARCEP. Donc, ce groupe d'experts regroupe les opérateurs, les industriels et autres installateurs. Et le travail de ce groupe est de créer un recueil des spécifications, donc qui est disponible sur le site de l'ARCEP, où tout est extrêmement bien vulgarisé et extrêmement bien décrit. Donc, en France, en effet, il faut savoir, il y a deux types d'architecture, celle des zones très denses et celle des zones moins denses. Donc, dans le cas des zones très denses, le point de mutualisation se trouve en bas des immeubles, hein, c'est donc un coffret multi-opérateur, donc avec une partie du coffret qui est pour la colonne montante. Et dans le cadre du déploiement en zone moins dense, c'est donc l'armoire de rue que vous pouvez tous voir, où là, on peut faire du brassage et passer d'un opérateur A à un opérateur C. Il y a également un autre point où on peut, qui est ouvert, c'est les points de branchement optique. Dans chaque point de branchement optique, on a différents câbles des différents opérateurs. C'est comme ça que ça marche en France. Dans les autres pays, les architectures de réseau sont, comme l'a dit Vincent, sont différentes. Par exemple, si je prends le cas de l'Irlande, en Irlande, il n'y a pas d'armoire de rue, hein. Et en effet, comme l'a dit Vincent, on a un opérateur dominant qui s'appelle R, qui a déployé son réseau en zone dense, en zone très dense, c'est-à-dire dans les cœurs de ville, comme en zone moins dense, jusqu'à un certain niveau. Et ensuite, on a d'autres organisations qui sont financées par le gouvernement irlandais pour aller encore plus loin dans le réseau et vraiment dans le très grand rural. Donc, la conséquence, c'est qu'en effet, on peut et on a des réseaux parallèles, hein.
Donc, il y a, à ma connaissance, assez peu de synergie entre les opérateurs pour l'instant, en tout cas. Donc, on trouve R, on trouve ce qu'on appelle NBI, et puis il y a d'autres opérateurs qui ont leur réseau, qui était un réseau câblé, qui sont en train de basculer en fibre, comme Virgin Media, par exemple. Donc ça, c'est le cas de l'Irlande. Donc, il n'y a pas d'armoire de rue en Irlande, il y a des boîtiers, et des boîtiers d'épissure, hein. Et puis, chose importante également qu'on retrouve dans différents pays, le point de branchement optique. En France, il est épissuré, on fait une fusion entre les fibres. Dans les pays comme l'Irlande, il est connectorisé. Et on retrouve ça, par exemple, en Espagne. Donc en Espagne, comme l'a dit Vincent, c'est pareil, il n'y a pas de point de mutualisation. Et donc les opérateurs ont tous déployé des réseaux parallèles. En plus, en Espagne, contrairement par exemple à la France, qui a fait le choix d'une connectique standard, hein, basée sur la connectique SC-APC, et ben en Espagne, c'est des connectiques propriétaires. Et donc, les différents boîtiers que vous retrouvez en façade, ils ont des connectiques différentes. Et assez rapidement, c'est trouvé la problématique de comment je fais pour posséder un opérateur A qui a une connectique A, un opérateur B qui a une connectique B, un opérateur C qui a une connectique C, puisque en fait, en façade, on retrouve les trois boîtiers, hein. Donc, c'est pas terrible, en effet. Et c'est là où se pose le problème d'interopérabilité des différents équipements entre eux. Donc ça, c'est le cas de l'Espagne. Le cas de l'Allemagne. Donc en Allemagne, à ma connaissance, il doit y avoir une mutualisation. Deutsche Telekom a dû faire une mutualisation au niveau des centraux. Par contre, en Allemagne, il y a des armoires de rue qui sont déployées. Elles sont pas. Chacun déploie d'ailleurs son réseau jusqu'à son armoire de rue. Parce qu'en fait, en Allemagne, comme dans les pays nordiques, en Angleterre, en fait, on utilise non pas des fourreaux, mais on utilise de la fibre soufflée en conduite. Donc, en fait, au préalable, on fait une tranchée qui est moins importante que quand on doit mettre un fourreau. Et puis, on met dans le sol un tube, enfin, un bundle de différents tubes. Et après, on peut souffler les câbles, les micro-câbles à l'intérieur de. Donc, c'est une technologie qui est beaucoup utilisée en dehors de la France, hein, d'ailleurs, pas en Espagne, mais en Angleterre, en Irlande, en Belgique, en Hollande, dans tous les pays nordiques, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, c'est de la fibre soufflée pratiquement partout. En France, on commence à faire de la fibre soufflée dans le cas du grand rural où il n'y a pas d'architecture. Enfin, il n'y a pas de génie civil, type fourreau ou poteau, hein. Voilà. Donc, pour revenir au cas de l'Allemagne, il y a des armoires de rue en Allemagne. Et les armoires de rue, elles sont pour chaque opérateur. Voilà. Et donc, à partir de ces points, en fait, l'armoire de rue, c'est une sorte le PV, hein, c'est un gros point de distribution. Et à partir de là, on vient alimenter toutes les maisons du résidentiel en étoiles, à partir de ce point de distribution. Mais il n'y a pas de brassage, à ma connaissance, dans ces armoires de rue. En Angleterre, alors, comme l'a dit Vincent, d'ailleurs, en Allemagne, hein, pour l'instant, on est plutôt dans la zone résidentielle, comme d'ailleurs en Angleterre, hein, où ils sont très avancés dans la zone résidentielle. Et donc, il y a des armoires de rue en Angleterre qui ne servent pas à la mutualisation du réseau, hein, puisque là, on a quand même un opérateur dominant qui est Openreach.
Et donc, cette armoire de rue, bon, elle est utilisée pour mettre les splitters, les coupleurs, hein, donc dans le cadre d'une architecture en GPON. Et ensuite, ils partent essentiellement en aérien, hein, avec donc des connectiques propriétaires, pas comme en France. Je peux vous dire des différentes architectures de réseau et des matériels qui sont utilisés dans les différents pays. Merci beaucoup, Frédéric. On va passer à la deuxième question. Du coup, alors que les réseaux FTTH substituent progressivement aux infrastructures cuivre, les exigences sociétales en matière de qualité, de résilience et de pérennité s'intensifient. Quels sont, selon vous, les leviers techniques, organisationnels ou réglementaires essentiels pour garantir ces performances sur le long terme? Merci. On va donner la parole, oui, à Michel Garde de Axione pour répondre. Ça va être pour moi. Oui. Alors, déjà, avant tout, dans la question, il y a le mot cuivre. Mais j'y reviendrai. Donc, ça voudrait dire que le déploiement de la fibre optique aujourd'hui, tel qu'il est, les infrastructures qui sont déployées, il y a du cuivre à déposer. Je rappelle juste qu'en 2012, et annoncé en 2013 par l'État, qui était celui de mettre en place un nouveau réseau de services très haut débit, dans une circulaire des réseaux d'initiative publique, ils ont annoncé, pour doper la France effectivement d'un réseau d'excellence, que le cuivre allait être démonté. Dès le départ, on savait que le cuivre allait être sa commercialisation et son déploiement, ou plutôt le démantèlement, allait s'organiser. Donc c'est quelque chose qui était programmé, qui était planifié, qui était projeté. Donc c'est pas une découverte. En tant qu'opérateur d'infrastructure, la résilience des réseaux, c'est quelque chose qui nous est, c'est un enjeu majeur. Donc on doit s'y préparer et on s'y prépare. Ça fait plusieurs années que nous mettons en place de processus, mais on va dire des modes opératoires, des plans, des organisations dans l'entreprise. Et au travers de cette stratégie de résilience face à l'adressage dans un département, dans une région, on est présent quand même sur un tiers du territoire. On adresse presque 3,5 millions de logements. Donc il faut que derrière, tout le monde soit satisfait quelque part lorsque le cuivre va s'arrêter. Et je pense que dans beaucoup de logements, cette fameuse prise en T à l'envers est encore présente. Donc, et pourquoi elle est présente? On a parfois sur les zones touristiques, sur des logements qui sont pas habités ou peu habités ou habités de manière saisonnière, les propriétaires sont pas là, on peut pas y rentrer, donc on se retrouve un peu confronté à une situation où la bascule ne se fera pas se fera pas immédiatement. Mais et pour revenir sur la résilience, au sein de l'entreprise Axione, on a établi 2 axes. Le premier, c'est la résilience des réseaux. La résilience des réseaux, c'est celle qui va nous emmener à identifier sur les infrastructures les risques auxquels ils sont exposés et pour lesquels on devra apporter quelque part un schéma de résilience, ou en tout cas y apporter des réponses pour pouvoir pérenniser l'infrastructure, du moins les services qui le transportent. Et puis ensuite, il y a la résilience des organisations de l'entreprise qui exploite ces réseaux. Et au travers de ce schéma-là, c'est de s'assurer que l'entreprise a les capacités à répondre aux engagements contractuels. Parce que on déploie un réseau de fibre optique, on a posé des câbles, concrètement, et puis de bout en bout, et puis dessus, qui sont mis en œuvre. Notamment votre box Internet à la maison, vous avez plusieurs opérateurs, donc il faut que ces services-là soient livrés. Et puis en cas de risque, alors on parle souvent de risque climatique, mais imaginons qu'il y ait une coupure de courant, par exemple, il faut malgré tout que cette box Internet à la maison, que le service qui est délivré puisse perdurer. Donc on a 2 axes, et au travers de ces 2 axes, le premier sur la partie des réseaux, après c'est l'organisation, j'y reviendrai.
Et pour rester sur l'exemple de l'énergie, dans les locaux techniques Enero, donc les nœuds de raccordement optique, dans lesquels on va retrouver toute la partie active. Donc, on a les hébergements des opérateurs qui livrent le service au sein de vos logements, hein. Donc, la box Internet. On a aussi les équipements actifs qui vont concentrer les signaux pour les renvoyer dans le réseau au travers des réseaux de backbone et puis dans l'architecture du réseau. Donc, il faut que ce local, d'une manière ou d'une autre, soit toujours alimenté. Et il arrive parfois qu'il ne le soit plus. Alors, soit c'est le câble d'Enedis qui tombe, alors soit parce qu'il y a eu un accident sur un poteau et c'est malheureux, soit c'est une condition climatique, mais il y a une perte d'alimentation électrique du local. Et pour y pallier, pour apporter une continuité de service, il faut que on mette en œuvre plusieurs systèmes. Et le premier, c'est que les équipements sont alimentés au travers d'un atelier 48 volts. Alors, c'est un équipement qui va convertir l'alimentation électrique, mais ce qui est important dans cet équipement-là qui va alimenter ces équipements, enfin, les OLT ou le transmetteur, c'est qu'il a des batteries. Et ces batteries vont, comme des piles, hein, vont, en cas d'absence d'énergie, poursuivre l'alimentation électrique des équipements qui permettront au service d'être délivrés. Ces batteries qui sont présentes dans ces locaux, donc il y a eu une étude qui vise à garantir au minimum 4 heures en cas d'absence. Bon, c'est le premier palier, c'est plus facile. C'est le plus facile dans le sens où on peut avoir des micro-coupures et l'équipement va jouer son rôle. On a mis une couche supplémentaire parce qu'on n'est pas à l'abri que le courant ne puisse pas revenir dans les 4 heures. Et donc, on a doté toutes nos agences sur l'ensemble du territoire de groupes électrogènes mobiles. On a acheté des groupes électrogènes, mis ça sur remorque, l'accroche à l'arrière du véhicule technicien. Cet équipement, il répond à ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité. L'objectif, c'est de poursuivre l'activité effectivement des services qui sont délivrés dans un local technique. Et ce groupe électrogène, en cas d'absence prolongée, et ça nous est arrivé, et bon, on le met en place rapidement, il y a une mobilité des équipes, et on attend tout doucement que le courant revienne comme à la maison avec une ampoule plafond. Et parce que parfois ça ne suffit pas, on remet encore une couche où on dote sur l'ensemble du territoire, et on a contractualisé avec des fournisseurs qui nous mettent à disposition et gardent au sein même de l'agence un groupe électrogène, donc sous astreinte. Il faut les déclencher 24 heures sur 24 et puis sur l'ensemble des jours de la semaine et sur toute l'année. Donc on a comme ça 3 couches qui nous assurent et qui rassurent, et nous assurent et garantit ainsi ce qu'on appelle la continuité d'activité pour les clients et pour les abonnés, donc le service qui est délivré. Ça, c'est un premier pan. On en a un deuxième. J'ai encore 3 minutes, allez-y. J'ai encore que 3 minutes. Et encore une fois, dans ce plan de continuité d'activité, qui est un plan national, on dote nos agences, on dit, on a dans un hub en France mis à disposition une architecture du réseau, donc câble, poteau, plutôt la partie aérienne, armoire de rue, de telle façon à ce que si vous en avez besoin en cas de crise sévère, parce qu'ils ont tous déjà du matériel au sein des agences, vous pourrez utiliser ce matériel à disposition. Il est fait pour justement répondre à une situation de crise sévère et en cas d'indisponibilité de matériel dans leur propre magasin, ils pourront effectivement récupérer ce matériel et répondre aux besoins immédiats de réparation. Donc voilà, on a comme ça plusieurs couches. Et je finirai par le dernier. Donc ce fameux local technique de Enero, on a imaginé le pire. Le pire, c'est, imaginons un accident routier, un semi-remorque, rentre dedans, il le détruit. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a décidé effectivement de se dire, on veut le même local mobile. C'est-à-dire que ce local qui aujourd'hui est
enfouis dans le sol, pèsent 20 tonnes. Là, aujourd'hui, on est doté de quelques-uns, disponibles partout en France, avec une livraison dans tous les territoires et tous les départements français, du nord au sud et de l'est à l'ouest, hein, véritablement, on va partout, d'un local technique mobile. Donc, c'est un container mis sur remorque ou par grutage. Et ça nous permet comme ça, si un accident venait se présenter dans un tel local, d'y répondre rapidement. Vraiment, hein, si vous devez reconstruire le NRO, vous en avez pour 6 mois. Donc voilà, c'est des éléments effectivement sur la réponse à une crise et qui nous permet de remettre rapidement en service ce que nos clients attendent de notre part. Et encore un peu de temps. En termes d'organisation, alors, on a un NOC, donc c'est un centre de supervision. Au sein de l'entreprise, il est présent sur la région de Pau. Et ce NOC, 24/7, il voit l'état du réseau. Dès qu'il y a un rayon rouge, il lève la main, il appuie lui-même sur un bouton rouge qui va déclencher les équipes locales. Et les équipes locales ont une mobilité et des astreintes qui nous permettent à tout instant de déclencher un technicien, une équipe travaux, et réparer ou mettre en œuvre l'identification, en tout cas du défaut, pour répondre rapidement à la situation. Donc, on a une mobilisation des équipes en local. Et si cela ne suffisait pas en local, compte tenu de la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est de mobiliser interrégion, interagence, interrégion. On va mobiliser des ressources d'une région à une autre. On a mis en place un plan. Il a fallu effectivement travailler avec les équipes et puis les ressources humaines. Ça ne se fait pas comme ça. Mais mettre un plan de mobilisation et d'astreinte afin de répondre à ces situations, mais avant tout de mettre des ressources. Donc, les ressources sont capitales. Donc, voilà, l'organisation de l'UV technique, on met effectivement des éléments en place. L'organisation, ce qui est important, c'est cette disponibilité que nous mettons à disposition. Et je finirai juste sur la partie réglementaire, et j'ai entendu parler de l'ARCEP à plusieurs reprises, et également du comité expert fibre. Ce comité, il a été lancé au programme de 2012, hein, et qui vise, au travers d'experts qui sont réunis dans ce comité, à construire la feuille de route et quelque part normaliser, homogénéiser les réseaux qui sont déployés en France. Au travers de cette conception qui a été mûrement réfléchie, on est quelques-uns à y participer, c'est aussi de se projeter sur un réseau pérenne. Donc les choses sont travaillées, elles sont projetées, elles sont aussi réfléchies en termes d'exploitation. Donc cette partie d'ARCEP et de comité, même si l'ARCEP n'est qu'une autorité indépendante des acteurs économiques, elle va quand même accompagner le sujet du sujet qui a été lancé en 2012. Peut-être juste simplement préciser quels sont les acteurs qui siègent dans ce comité qui est quand même important sur l'aspect réglementaire. Oui. Tous les corps de métier qui sont de près ou de loin sur les réseaux très haut débit. Donc, on va retrouver des équipementiers, des fabricants. Donc, l'équipementier, j'entendais tout à l'heure Nokia, Huawei, donc ils y participent. On a également des fabricants de câbles, fabricants d'équipements, fabricants d'armoires, donc qui sont présents dans ce comité. Donc, ils vont apporter leur contribution sur leur environnement et sur leur profession. Il y a également des opérateurs d'infrastructure. On a également le Credo qui est présent dans ce comité. Et donc, toutes ces entités de profession qui nous réunissent au travers de ces réseaux de fibre optique apportent la meilleure expression pour construire le meilleur réseau en France et surtout dans une bonne exploitation. On va prendre la question d'après. Très bien, écoute, merci beaucoup pour cet éclairage. Troisième question. Alors que la fibre continue d'être déployée en France, quelles sont les démarches des industriels permettant de produire des produits de qualité et quelles sont les grandes étapes du cycle de vie des produits? Alors, sur cet aspect, on voudrait que vous soyez plusieurs à intervenir. Donc d'abord, Xavier Renard, d'Acom. Oui, tout à fait. C'est une question plutôt sur la partie infrastructure et je vais y répondre effectivement au travers
de l'industriel qui est Accom. Effectivement, la qualité, c'est très important. Ça fait partie de notre ADN chez Accom. Et on la mesure tous les mois en partie par million, en nombre de réclamations clients, la vitesse avec laquelle on répond à ces réclamations. En fait, pour définir un niveau de qualité, il faut d'abord définir un niveau d'exigence. Et pour définir cette exigence, finalement, on va d'abord se poser la question de la durée de vie des produits. Et sur l'infrastructure, la durée de vie des produits n'est pas la même pour tout. C'est-à-dire que quand on va parler du génie civil des fourreaux, on va parler d'une durée de vie de 40, 50 ans. Quand on va parler des câbles et de la connectivité, on va être sur une durée de vie relativement proche de plusieurs décennies. On a parlé déjà tout à l'heure, enfin, au cours de la journée, des équipements actifs qui vont avoir une durée de vie entre 2 et 5 ans. Et puis, on va avoir du logiciel qui va avoir une durée de vie beaucoup plus courte, de 1 à 3 ans, par exemple. Donc, si on revient sur la partie câble, une fois qu'on a défini qu'on voulait que ce câble puisse durer des décennies, effectivement, il faut se poser la question de son cycle de vie. Parce que ce câble, il va vivre des choses dans sa vie. D'abord, il est produit, il va être stocké pendant un certain temps, soit à l'usine de son installation, il va vivre des choses pendant son installation, il va avoir sa phase d'utilisation, et enfin, sa phase de fin de vie, où on va essayer de recycler, etc. Dans chacune de ces phases, en fait, les produits vont subir du stress. Globalement, stocké, il peut subir des fortes chaleurs. Quand il est installé, on va lui tirer dessus, on va le tordre, on va l'écraser. Donc tout ça, on va garder. Pendant sa phase d'utilisation, suivant que le produit, un câble souterrain ou aérien, s'il est aérien, il va subir du vent, de la neige, les oiseaux, les arbres, et que sais-je. Et donc, en fait, on va définir derrière tout un tas d'exigences normées, notamment avec le reste de la profession. Et on va passer ça dans le comité expert de l'ARCEP. Pour donner un exemple assez concret, typiquement, une fibre optique, souvent on dit c'est un cheveu en verre de 125 microns. Ce cheveu, il est en verre et comme c'est vraiment du verre, il est vraiment fragile. Donc à l'électrique, ce verre est cassant. Et ce verre, quelle que soit sa fabrication, a toujours des micro-fissures. Ça veut dire que finalement, on est capable, il y a des modèles qui existent de statistiques qui permettent d'estimer comment ces fissures vont se propager sur le fil de verre jusqu'à la rupture. Sachant qu'entre la production et cette potentielle rupture, il y a tout un tas de différents états, dont des états où en fait on va avoir des pertes optiques qui ne sont pas celles qu'on avait imaginées lors de la conception, qui vont finir par consommer le budget optique et qui vont empêcher d'avoir le service. Donc c'est ce verre fragile qu'on doit protéger, finalement c'est le câble qui va donner cette protection au verre. Moi j'aime bien souvent parler de l'élongation, parce que justement l'élongation, il a un lien direct avec la durée de vie. C'est-à-dire que plus on va tirer sur une fibre, et plus on va limiter cette durée de vie. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'exigence, c'est que ça dure des décennies. Donc, on va définir des modèles, on prend notre fibre, on la met sous une certaine tension, donc on l'allonge déjà de 1%, on la met en tension en disant ce 1%, c'est déjà ce qu'elle vit au quotidien, et après, on va lui appliquer une tension supplémentaire, et on va regarder quel est l'allongement de cette fibre. Et surtout, ce qu'on va regarder, c'est que quand on arrête de lui créer du stress, en fait, la fibre revient à son état. Donc, elle a une certaine élasticité, mais néanmoins, à chaque fois que la fibre a du stress, de toute façon, vous altérez sa durée de vie. C'est pour ça que tous ces éléments en fait, sont discutés, finalement, sont mis dans des normes. Ces normes, c'est un peu la substantifique moelle de toutes ces réflexions qui finissent par être écrites dans des documents où non seulement on va indiquer quelles sont les sanctions qui vont permettre d'obtenir les exigences, mais on va aussi décrire la manière dont on doit faire les essais. On en reviendra peut-être tout à l'heure sur l'éco-conception, puisque c'est hyper important de savoir se comparer sur le résultat. Et donc, il faut être très pointilleux, puisque sinon, finalement, on n'arrive jamais à comparer une pomme et une pomme. On a une pomme et presque une poire. Et donc, ces éléments,
une fois qu'ils sont définis, c'est important que les différentes entreprises qui déploient en France suivent ces normes. Après, d'un point de vue industriel, ces normes, nous, on soit conforme à ces normes. D'un point de vue conception, c'est la première brique. La deuxième brique, c'est d'un point de vue des essais qu'on va pouvoir faire. Alors, tout à l'heure, je parlais du stress mécanique qu'il peut y avoir, hein, la torsion, la pliure, etc. Il y a un autre type de stress, c'est le stress environnemental, où en fait, on va parler des UV, on va parler de la température, on va parler de l'eau, et tous ces éléments vont finir par induire un stress qui, là encore, finira par, si on ne fait pas attention, à réduire la durée de vie du câble. Donc, nous, on a dans l'usine, en fait, des labos qui nous permettent de simuler encore la durée de vie du câble. Donc, on fait faire des cycles thermiques à nos produits qui sont censés représenter ce que le câble va vivre dans sa vie, mais de manière accélérée. Et puis, une fois qu'on produit notre câble, on a aussi des tests qu'on fait directement à la production pour être sûr que ce qu'on a produit est conforme. Et c'est comme ça que je reviens à ma boucle du début, où comme on mesure tous les mois en fait la qualité de nos produits en produits par million, le fait d'avoir mesuré à la fin le câble nous permet de sortir ce chiffre. Mais comme on est un industriel, si ce chiffre il est haut, c'est pas bon parce que c'est-à-dire que le produit part au rebut. Donc on a tout intérêt à revenir au design et que finalement cette qualité soit induite directement par le design du produit. Peut-être que Frédéric Le Riche de Corning, vous voulez ajouter quelque chose sur cette sur le cycle de vie Oui. Oui, en effet, comme vient de le décrire Xavier, pour la partie câble, en ce qui me concerne, nous, on est concepteur et fabricant de boîtiers étanches. Donc, juste pour signaler que pour s'assurer de la qualité de nos produits, du développement de nos produits, tout industriel a une démarche NPI, donc New Product Introduction, qui est la plus structurée possible, hein, avec une phase idée, une phase concept, une phase scale-up, une phase launch et une phase post-launch. Et donc, la phase idée est très influencée par les spécifications qu'on reçoit dans nos appels d'offres, hein, où d'ailleurs tous les critères qualité y sont décrits. Et dans ces spécifications, en effet, il est fait référence à des normes. Par exemple, pour les contenants étanches, c'est la norme IEC 61753-1 édition 2. Et pour les différents points du réseau, inclus les câbles, il y a des normes qui existent et les opérateurs, quand ils écrivent leurs spécifications, font référence à ces normes. Donc, en effet, dans la phase de développement d'un produit, il y a une phase d'expérimentation et donc de contrôle de test. En ce qui concerne les boîtiers étanches, Xavier a décrit les tests qu'il faisait en tant que fabricant de câbles. En tant que fabricant de contenants étanches, par exemple, nous, on met les boîtiers dans un bain thermostaté pendant 21 jours. On lui fait subir un cycle thermique. Et avant et en fin de cycle, on injecte une pression de 400 millibars et on mesure la perte, la fuite que nous avons sur cette pression interne. On a d'autres tests qui consistent, comme Xavier l'a décrit, ce qui compte, c'est la continuité optique du signal. Donc, il est hors de question que le boîtier de jonction des câbles génère de la perte optique. Donc, on mesure justement cette continuité optique en faisant de la torsion de câble, la flexion de câble, la traction de câble, et on s'assure qu'on ne crée pas de perte optique. Voilà. Et donc, exactement comme Xavier l'a dit, on a en fabrication des contrôles continus. Par exemple, tous les boîtiers qui sortent de l'usine de Pontchâteau sont tous testés en étanchéité avant d'être envoyés sur le réseau. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez juste ajouter... Non, mais c'est bon. Non, mais concernant le cycle de vie de ces contenants étanches,
Bon, il se trouve que les réseaux qui sont installés, ils restent là longtemps, hein. Donc, en effet, les boîtiers étanches que vous avez sur le réseau, même les réseaux cuivre, vous trouvez des boîtiers qui doivent en effet être résistants. Ce que je veux dire, c'est que pour un industriel comme nous, on est en effet appelé à faire des boîtiers qui doivent résister 20 ans, hein. Nous, les premiers boîtiers sur la fibre optique, ils ont été faits en 2020, donc ils sont encore sur le réseau, hein, évidemment. Et on est en effet appelé à en assurer la maintenance, hein. C'est ce qu'on appelle la vie des réseaux. Donc on se doit de garder nos produits. D'ailleurs, tous les produits de qualification, on est obligé de les garder plusieurs années, hein, et on se doit de garder les capacités de production de pouvoir faire la maintenance des réseaux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Et alors, du coup, pour terminer cette question, on voudrait que... donc ça sera Laurent Dessonnet de Cisco, donc après le câble et des boîtiers, donc les équipements électroniques. Alors, sur la partie des équipements actifs, alors, il y a toute une partie du cycle qui a été de qualité qui a été bien expliqué par les différents intervenants. Donc, effectivement, il y a toujours une mesure de la qualité qui est en permanence mise en place sur nos produits, avec un retour client qu'on mesure en permanence par rapport à ce qu'on a nous, les tickets de défauts, défaillances et autres. Donc ça, on mesure ça quasiment toutes les semaines, voire tous les mois. On fait des rapports qui nous permettent d'apporter des éléments correctifs, mais il y a toujours un élément qui est critique, c'est toujours la phase de construction et de définition de spécification d'un nouveau produit, qui va être fortement influencé par ce qu'on a mentionné tout à l'heure, les normes, que ce soit des normes environnementales, des standards par rapport à éventuellement des protocoles, par rapport à aussi des éléments d'interopérabilité, parce que des éléments qui sont extrêmement importants au niveau des équipements actifs, et aussi d'interopérabilité mécanique par rapport même aux connecteurs et à la connectivité qu'on peut avoir avec des fils. L'autre élément qui change un petit peu par rapport à ce qu'on a évoqué juste avant, c'est que dans les équipements actifs, il y a différents composants. Donc, il y a aussi dans la phase industrielle, plus de conception de l'équipement, des choix de composants, avec là où on met en place effectivement des analyses de composants basées sur ce qu'on appelle les MTBF, c'est des KPI qui permettent de mesurer la durée de vie ou l'espérance de vie des composants, ce qui est très important parce que effectivement on a évoqué la durée de vie d'un équipement dans un réseau. Un équipement actif, c'est entre 3 et 5 ans, voire même 10 ans en fonction de la position dans le réseau. Donc, il faut qu'effectivement, on puisse garantir que les composants électroniques vont réagir et se comporter comme espéré. Un composant électronique et la partie active ne peut pas être découplé de la partie logicielle. Donc ça, c'est l'autre élément à côté on va effectivement créer des logiciels qui vont travailler avec tous ces composants électroniques. Et pour la partie logicielle, à ce niveau-là, on a besoin, j'ai entendu tout à l'heure dans l'intervention précédente qu'effectivement, les côtés sécurité, évolution des protocoles étaient très importants. Donc là, on a besoin d'apporter des capacités de développement logiciel. Donc là, on met en place tout ce qu'on appelle les chaînes CI/CD, de tests permanents, où on teste en permanence tous les softwares. Dès qu'on fait des modifications, on a des tests redondants et autres qui nous permettent de valider en permanence l'ensemble des codes, l'ensemble des modifications, de faire aussi des tests d'interopérabilité et tout ça en fonction de pouvoir assurer la qualité opérationnelle de ces équipements. Après, il y a aussi dans l'ensemble de ce cycle de vie un élément qui est de plus en plus important, c'est la partie RSE des équipements. Donc, il faut aussi, dans la conception de ces équipements-là, prendre en considération qu'il y a, certainement, il y a toute une phase de recyclage et des process de recyclage à mettre en place pour assurer effectivement la qualité globale et au niveau de l'ensemble des opérateurs et du service qu'on va apporter à nos clients. Donc ça, c'est ce que je voulais rajouter un petit peu par rapport à tout ce qui a déjà
été évoqué avant. Donc, j'espère que j'ai adressé des points supplémentaires à ce niveau-là. Chez Cisco, on met en place tous ces démarches-là de qualité. Bien entendu, il y a des standards qui sont aussi bien connus sur la démarche qualité globale, qui sont des standards ISO 9001 et autres et consorts. J'espère que ça ira. Oui, merci beaucoup, c'est bon. On va passer à l'avant-dernière question. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour à tous. Alors, premièrement, selon vous, dans quelle mesure les réseaux FTTH sont-ils touchés par le changement climatique? Et deuxièmement, comment est-ce que vous prenez cela en compte dans la conception des produits, dans l'architecture des réseaux et dans l'organisation de l'exploitation? Alors, on va commencer par Michel Garde de Axiom. Effectivement, les conditions climatiques, et on le vit tous, hein, il y a un changement brutal. On a identifié deux points. Le premier, c'est l'intensité. Alors, effectivement, les intensités sont devenues beaucoup plus fortes. Et l'exemple, c'est celui des zones inondables. On avait des locaux techniques qui étaient situés en zone non inondable, donc à l'abri de toute montée des eaux. Et puis toutes ces dernières années, l'eau est montée alors qu'on s'y attendait pas. Bon, donc l'intensité, c'est effectivement une nouveauté. Et puis l'autre élément, c'est les vents. Enfin, on a le sentiment que les vents sont de plus en plus violents. Et ce risque, parce que dans le programme de la résilience, on identifie, on cartographie les risques. Ces violences effectivement de vent sont des éléments qu'il faut prendre en compte sur les réponses à apporter aux infrastructures. Avant d'aller plus loin, le deuxième point, c'est la fréquence. Autrefois, il pleuvait. Bon, une fois. Maintenant, les fréquences sont beaucoup plus proches. Les infrastructures sont sollicitées beaucoup plus souvent. Et on a de cette sorte des chaleurs, des pics de chaleur qui se rapprochent d'un mois sur l'autre, avec parfois des périodes de fraîcheur presque. Donc on a ces matériaux qui viennent subir ces conditions climatiques et ces risques. Et il faut les prendre en compte. Sur l'aspect de la construction, en tout cas, comment on envisagerait effectivement de produits. Moi, je ne les produis pas, les équipements. Par contre, Axion, donc, en tant qu'opérateur d'infrastructure, on va partager sur les retours d'expérience, parce les retours d'expérience, c'est des éléments qui sont extrêmement importants, c'est des faits, et sur lesquels on peut s'appuyer ensuite pour construire quelque chose de mieux. Donc on est sur l'amélioration continue. Donc on peut partager, et on partage aujourd'hui les difficultés qu'on rencontre sur un produit, sur une pince d'ancrage par exemple. On a des câbles qui sont fixés en hauteur, donc la partie aérienne sur un poteau, il y a des pinces qui viennent maintenir ces câbles. Et selon sa conception, il y a des produits selon les situations des régions qui sont, comment dirais-je, plus embêtantes pour le câble. Ça va peut-être venir le déchirer, ou alors on attendrait peut-être plus à une espèce de fusible. Ça éviterait qu'on tire dessus et qu'on puisse relâcher le câble. Donc c'est des choses que l'on travaille avec certains fabricants, en tout cas que l'on peut remonter, que l'on remonte aujourd'hui. Donc on ne fabrique pas les produits, mais on partage notre expérience. Et je pense que c'est des éléments qui sont importants, et je suis persuadé que les fabricants, eux, ont aussi des éléments et données d'entrée qui leur permettent d'améliorer leurs produits. Sur la partie de l'organisation dans l'entreprise, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises, je reviens sur ce que nous mettons en place. On est mobilisé, mais on est mobilisé. Alors, on n'a pas acheté de bateau pour les zones inondables, mais pour autant, on connaît les points sensibles. Donc, les équipes, quand elles interviennent toujours avec les outils, entre guillemets, donc le matériel qui est nécessaire et utile à la réponse dans la situation qu'elles vont se présenter. Si c'est un vent fort, les poteaux vont tous tomber au sol. L'intervention ne sera pas la même que si on se retrouve en zone inondable. Et dans la partie zone inondable, même si aujourd'hui on a remonté tous les NRO, quasiment, donc tous ces locaux techniques sont quand même situés à des zones surélevées, mais quand votre local technique est ceinturé, il se retrouve comme sur une île,
faites comment pour y rentrer? On a malgré tout mis en place des moyens, des moyens pneumatiques. Donc, une organisation, encore une fois, de mobilité, de mobilisation de l'ensemble des agences, de l'ensemble de nos techniciens, de nos organisations qui vont répondre rapidement sur une situation particulière. Bon, enfin, c'est véritablement, j'ai pas de point à apporter, si ce n'est effectivement sa fabrication de matériel. Enfin, je peux laisser la parole à. Ah ouais, un consultant en stratégie Ah environnementale. Je vais avoir une approche un peu différente, peut-être moins opérationnelle, peut-être un peu plus prendre un peu de hauteur de vue déjà sur mettre des mots un peu sur tout ça. Ça commence par l'évaluation, j'en ai parlé un peu tout à l'heure sur le diagnostic de vulnérabilité, on a parlé aussi sur déjà bien identifier les risques. Bon, si j'en parle un peu rapidement, il y a différents types de risques. Là, on parle du changement climatique, donc il y a une catégorie spéciale, les risques physiques liés au changement climatique. On les classe même en deux autres sous-catégories, les risques aigus, qui sont soudains, intenses, comme une tempête par exemple, ou un incendie. Et après, il y a des risques un peu plus progressifs, c'est les risques chroniques. Donc là, la montée des eaux, la montée des températures, pas des événements soudains et marquants, mais c'est un événement durable et progressif. Et ça aussi, ça a des impacts. Par exemple, la hausse des températures, ça concerne d'ailleurs pas que les télécoms, hein, mais toutes les industries où il y a du travail en extérieur. Dans une France à plus 4 degrés, voilà, il y a des conditions de travail qui sont difficiles pour l'équipe terrain. Donc voilà, il n'y a pas que des urgences, il n'y a pas que des crises à gérer, c'est aussi des changements d'organisation structurelle vraiment à anticiper et à modifier. Donc il y a ces risques climatiques, donc ça j'allais dire c'est les risques directs en fait, c'est comment le changement climatique impacte directement le réseau ou l'entreprise. Et après il y a les risques indirects, donc ça on parle de risques humains, risques de transition, on peut parler aussi des risques technologiques, et après il y a d'autres catégories, mais l'idée c'est que le changement climatique influence, transforme l'ensemble de la société, et donc si la société se transforme, de facto la filière des télécoms va se transformer avec elle. Voilà, par exemple, il y a de plus en plus d'attentes de la part des citoyens, d'avoir une industrie qui se pose des questions sur les enjeux environnementaux. Donc ça peut venir d'en bas, ça peut venir d'en haut aussi, ça peut être l'Union européenne, bon là c'est pas trop le moment, mais ça peut être aussi des réglementations, des nouvelles réglementations qui sont mises en place, qui contraignent les industriels ou le monde de l'entreprise entre guillemets à changer. Du coup, il y a un risque de ne pas se mettre en conformité avec ces nouvelles règles. Donc les impacts du changement climatique sur la filière, ils sont massifs, ils viennent de tous les côtés. Et c'est vrai pour ce secteur, c'est vrai pour les réseaux, mais je viens de dire c'est vrai pour toute l'économie, c'est vrai pour toutes les industries dans l'ensemble. Donc une fois qu'on a évalué ces risques, on les a bien compris, identifiés, on va les coter, on va les mesurer pour essayer de les prioriser, savoir quels sont les risques qui ont une grosse probabilité d'arriver et qui ont un impact, une intensité, une gravité élevée. Et donc, sous-entendu, on va plutôt se focus sur ces risques-là. Donc voilà, c'est un peu classiquement ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui, voilà, et dans les autres organisations. Donc une fois qu'on a fait le diagnostic des risques, on va mettre en place une stratégie d'adaptation. Ça rejoint un peu l'idée de résilience. Si je chipote un peu sur les mots, je crois qu'on n'a pas la même définition de la résilience. Moi, j'ai une autre définition de la résilience. On utilise beaucoup la résilience dans plein de domaines, et je pense que dans chacun des domaines, elle a une définition différente. Moi, je vais parler de la résilience écologique. Donc, c'est la résilience d'un système socio-écologique, comme une société humaine, mais comme un réseau. In fine, un réseau, c'est un ensemble de matériaux, d'énergie et d'humains qui font fonctionner. Donc, c'est un système socio-écologique. Donc, la définition, pour moi, je pense qu'elle s'applique. Du coup, cette définition, c'est comment est-ce que le système va répondre à un choc. Donc il y a 3 niveaux dans ce niveau de réponse en fonction d'un niveau d'intensité que le système va subir. Le premier niveau, c'est un choc faible, donc c'est une réponse faible. On parle de robustesse. C'est comment est-ce que mon système va encaisser ce choc. Sous-entendu que j'ai pensé mon système, j'ai anticipé le fonctionnement de ce système, et donc je suis capable de lui faire absorber, entre guillemets, des petites fluctuations. Ensuite, je passe dans le deuxième ordre de grandeur de choc. Donc là, on est plutôt sur l'adaptabilité. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à avoir des fonctions, on va dire, assez robustes et le système vacille sans s'effondrer. L'adaptabilité, ça veut dire que le système peut du coup s'adapter
on trouve des ajustements. Le système peut se réorganiser à la marge pour encaisser ou se réadapter, donc modifier un peu son fonctionnement. Et après, il y a le dernier niveau de choc, où là, c'est l'effondrement du système. Quand il y a un choc tellement violent que tout le système est coupé, si je fais une petite métaphore, c'est le blackout. Un blackout sur un réseau électrique, c'est ce niveau-là, en fait. Donc c'est le dernier niveau. Et là, le système a besoin d'une dernière capacité, c'est la transformabilité. Et comment est-ce que le système est capable, après un effondrement, de se réorganiser différemment de ce qu'il était avant, parce que sous-entendu, il ne peut plus se réorganiser comme avant, sinon il se serait arrêté. Donc aujourd'hui, les entreprises mettent en place des actions pour s'adapter, pour renforcer leur robustesse. On n'en est pas encore au dernier niveau de transformabilité, ça c'est un peu tôt. Après, voilà, sur qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place, il y a 1 milliard de choses potentielles à mettre en place en fonction du niveau où on regarde, du type de réseau. Peut-être ce qu'il faut, c'est avoir une vision globale, justement, quand on parle de résilience, d'intégrer toutes les dimensions de la résilience. On a beaucoup parlé ici de qualité, de continuité de service, mais voilà, dans ma conception de la résilience, c'est beaucoup plus holistique, entre guillemets. Donc on s'intéresse aux dimensions sociales, environnementales, et pas uniquement je veux dire, au processus en tant que tel, et au fait de s'assurer que la fonction du système soit conservée du début à la fin. Enfin voilà, on pourrait imaginer réajuster le système, avoir des fonctions différentes. Donc voilà, cette conception de la résilience, c'est peut-être un peu plus élargie. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre, parce que la crise écologique, elle est multidimensionnelle, entre guillemets. Et voilà, il y a potentiellement les risques sont multiples, ils viennent de partout. Et quand on fait une analyse de risque sur un réseau, je pense que tu as dû t'en rendre compte. En fait, on a 1 milliard de risques potentiels. Il y a plein de risques qui sont inconnus. Il y a plein de risques qu'on ne sait pas évaluer. Parce qu'il y a une interdépendance, en fait, sur les risques. Parce qu'on l'a vu en Bretagne, une panne sur le réseau électrique peut entraîner une panne sur le réseau de télécommunications qui peut engendrer une panne sur le réseau électrique. Et en fait, vu que les réseaux sont intriqués, l'économie est intriquée, on a des réactions en chaîne comme ça où une solution à une crise, c'est pas forcément toujours la bonne solution, parce qu'on n'a pas cette vision systémique, holistique, que voilà, il y a plein d'interdépendances. Donc avoir cette vision le plus large possible et avoir la conception de la résilience la plus globale possible permet justement d'essayer d'anticiper un maximum de cas sur comment ça l'impacte et comment est-ce qu'on essaye de réfléchir pour améliorer la résilience des réseaux. Et alors, peut-être non, mais peut-être juste un exemple pour les 2 premiers niveaux de risque que vous avez cités. Ouais, la robustesse, ça pourrait être par exemple le choix des matériaux. J'imagine que voilà, à Com, et je le sais d'ailleurs, il y a la R&D sur quels matériaux on va choisir. Justement, on choisit des matériaux en fonction de où est-ce que la fibre est située. On va choisir des matériaux qui vont permettre soit de résister pour les rongeurs ou pour la chaleur ou pour des protections incendies. En fonction de où est-ce que le câble est situé, c'est pas la même exposition au risque. Donc on prend des mesures pour essayer de... Donc ce premier niveau, ça pourrait être ça, je pense, un choix des matériaux, renforcer un NRO, par exemple, en mettant une serrure, ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est le premier niveau, c'est petits ajustements, en fait c'est du bon sens. Et sur le niveau 2, du coup? Le niveau 2, l'adaptation, là tout à l'heure on parlait de reroutage automatique, ça pour moi, si on commence à être dans l'adaptation, on commence à... où le système peut commencer à s'adapter, à se réorganiser à la marge. Donc, voilà, le trafic peut changer de route automatiquement. Donc là, on commence vraiment à la fonction du système, donc la route change. Donc on est dans ce deuxième degré de réponse. Et parce que souvent, c'est face à un deuxième... si on a besoin de rerouter, c'est que, sous-entendu, la route, elle est inopérable. Et donc on est obligé de s'adapter. Donc voilà. Ok. Et on va passer à la dernière question, désolé. Merci beaucoup. Dernière question. Pour finir, quel est l'impact environnemental des réseaux FTTH dans leur cycle de vie? La fabrication des équipements, le déploiement, l'exploitation et enfin la fin de vie. Alors, on va recommencer par Acom. Oui, désolé. Non. Alors déjà, effectivement, c'est pas ici que je vais apprendre, mais c'est un enjeu fondamental, le dérèglement climatique. Et là, j'ai envie de passer un message à la jeune génération qui arrive sur le marché de l'emploi. On a la chance en France d'être relativement en avance sur le sujet.
sur la prise de conscience, sur les outils dont on dispose pour se mesurer, et surtout quelque chose qui, je vois, est fondamental d'un point de vue de la filière, la maturité. Et c'est quelque chose de très très long, grimper la maturité d'une filière. ACOM est présent dans pas mal de pays européens, et je vois bien qu'en France, voilà, on est clairement en avance sur le sujet, et donc c'est un vrai atout à se saisir, et pour que demain on soit encore plus voilà, fer de lance sur ce sujet-là. Quelque part, la question tourne aussi autour de l'éco-conception, parce que l'éco-conception, c'est aussi l'étude des différents cycles de vie. Alors tout à l'heure, on parlait quelque part du dérèglement que l'on subit aujourd'hui, qui est quelque part ce qui a déjà été émis en termes de CO2 équivalent. Mais effectivement, c'est comment on s'assure que les produits, enfin ce qu'on conçoit et qu'on produit aujourd'hui est de plus en plus décarboné. Et je vais donner une définition un peu personnelle de ce qu'est l'éco-conception. C'est pour moi la capacité de se focaliser ou de focaliser les actions sur ce qui est le plus impactant. C'est ça, en fait, finalement, l'éco-conception. On peut dire plein de choses, mais si on arrive à déterminer ce qui est le plus impactant et focaliser les ressources de l'entreprise dessus, on va vraiment faire du bien à la planète et essayer de ne pas aller vers les 4 degrés ou pas trop vite en tout cas. Une fois qu'on a dit ça, ben en fait, il faut des outils de mesure. Et parce que c'est quand même assez nouveau, plein de choses. ACOM a été co-fondateur en fait, de PEP EcoPassport. Donc, PEP EcoPassport, c'est un programme de mesure environnementale des produits. Donc, ça a été PEP EcoPassport a été créé en 2009, hein, il y a plus de 16 ans. Les méthodologies étaient là. Par contre, ce qui est plus compliqué une fois qu'on a mis en place les méthodologies, c'est les règles de calcul. On en revient un petit peu à tout cet univers autour des normes. Il faut qu'on arrive à s'entendre sur quelles sont les règles de calcul. Si on s'entend sur les règles de calcul, dans ce cas-là, on s'entend sur des résultats. Et nos clients, dans ce cas-là, nous challenger en disant un fournisseur 1 versus un fournisseur 2, comment vous améliorez votre empreinte carbone et quel est l'impact que ça peut avoir sur mon réseau. Alors, dans l'éco-conception, elle est souvent orientée autour du produit. Mais chez ACOM, on aime regarder ça sous un angle plus holistique. Par exemple, il y a 6 ans, on a créé un modèle dans lequel on a calculé quelle est l'empreinte carbone du réseau FTTH par abonné. Avec les données qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire à l'époque, on n'avait pas forcément énormément de données, mais on a quand même construit à construire ce modèle. Qu'est-ce qu'on se rend compte dans ce modèle? C'est que plus on se rapproche de l'abonné et plus l'empreinte carbone CO2 par abonné augmente. Jusqu'à dire que entre 25 à 30% de l'empreinte carbone du réseau se concentre dans les 100 derniers mètres. C'est là où je dis l'éco-conception, c'est de comprendre ça. Chez ACOM, quand on a déclenché une série de développements et en 3 générations, on a modifié notre câble de branchement, notre câble drop, et on a économisé 40%. Maintenant, nos nouveaux câbles sont 40% moins émetteurs que les câbles d'il y a quelques années. C'est important parce que finalement, quand on déploie un câble plus en amont sur le réseau, un câble 144 fibres, vous allez voir, hein, c'est public sur le site d'ACOM, vous pouvez retrouver l'empreinte carbone de tous nos câbles, c'est à peu près 1 tonne de CO2 émise par kilomètre. Sauf que ce câble, à vrai dire, il adresse plein d'abonnés. C'est-à-dire qu'on a un réseau, on a des splitters. Si on ramène ça finalement à l'abonné, bah ce câble 144, il est pour des milliers d'abonnés. Donc on est sur quelques centaines de grammes de CO2 par kilomètre par abonné. À l'inverse, mon fameux câble de branchement dont je parlais tout de suite, lui, en fait, il va faire 100 kg de CO2 par kilomètre. Sauf que lui, eh ben, il est utilisé pour un seul abonné. Donc les 130 kg, ben, c'est pour lui tout seul. Donc je ne peux pas le diviser avec d'autres abonnés. Et quand vous pensez à ça, finalement, le technicien qui va venir avec sa fourgonnette, avec sa soudeuse, faire son épissure, ben, il va le répéter 40 millions de fois dans 40 millions de foyers. Et c'est cet impact-là qui est important. C'est pas en France, mais juste un petit exemple sur cette notion d'éco-conception un peu globale. On a lancé en Angleterre une innovation
qui est sur un câble. Certes, le câble en lui-même fait faire une amélioration de l'empreinte carbone de la génération précédente, mais le gros du gain carbone qu'on fait n'est pas sur le câble. Il est sur le fait que grâce à ça, on diminue le nombre de déplacements des techniciens. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on pourra en discuter après, mais on diminue le nombre d'épissures. Si j'en reviens sur ce cas de la France, là, du coup, ce câble d'abonnés, comment on a fait pour réduire son impact? Et là, on rentre un peu plus dans nos différentes phases d'éco-conception, hein. Donc, la première des choses, c'est finalement réduire la matière. Réduire la matière, pour un câble, c'est réduire son diamètre. Donc, on a réduit son diamètre, donc très bien, on avait déjà fait à peu près 25% de réduction carbone. Puis finalement, quand on est allé un peu plus loin, on s'est dit, regardons aussi le côté transport. Dans le cycle de vie, une fois qu'on a produit, il y a le côté transport. Initialement, il y a 3-4 ans, ce câble, on mettait 3 km de câble par palette. Donc on s'est dit, comment on peut améliorer ça? La première des choses, hein, c'est des exemples assez simples, mais finalement assez marquants, c'est qu'on a diminué l'ajout de nos tourets pour que le câble le remplisse mieux et qu'on puisse mettre plus de tourets sur la palette. Puis ce faisant, on s'est dit, comment on peut encore optimiser la longueur de câble sur le touret? Donc on a diminué la taille du fût central. Ce faisant, on a revu le design du câble. C'est là où finalement, on parle vraiment d'éco-conception, parce que tout est lié. Entre le packaging et le câble, il y a des va-et-vient qui s'opèrent. Donc, on a revu le fût, on a revu le touret complètement. On est passé comme ça de 3 à 12 km de câble sur une palette. Vous transportez 3 ou 12 km de câble sur la palette. Finalement, en termes de consommation de carburant pour le camion, voilà, vous n'allez pas être du simple au quadruple. Donc, il y a un gain qui est hyper important sur le transport. Et puis après, on est allé un cran plus loin. Une fois qu'on avait complètement redesigné notre touret, qui était fait en bois et en métal, de manière contre-intuitive, alors que c'était du bois, en fait, on s'est rendu compte qu'avoir un touret plastique, c'était plus écolo. Pourquoi? Parce que ce touret plastique, on l'a fait 100% recyclable, 100% recyclé, à base de matériaux recyclés, 100% recyclable et 100% réutilisable. Comme il est en plastique, on a beaucoup plus on peut laisser aller notre imagination sur comment concevoir notre touret. Et on a un brevet dessus, et c'est un touret qui, une fois quand le câble est dessus, il est indémontable, et dès qu'il n'y a plus de câble, il se démonte presque tout seul. Et il se démonte, forcément un touret, quand on transporte un touret, on transporte de l'air dans un camion, c'est pas terrible pour l'empreinte carbone. Donc une fois qu'il est démonté, on transporte vraiment du solide et on ramène ces différents sous-ensembles à l'usine. Autre avantage, c'est que quand il y a un sous-ensemble d'abîmé, c'est pas l'ensemble du touret qu'on remplace, c'est juste le sous-ensemble. Et puis on rentre comme ça dans une circularité du touret. Donc ça, on est en train de mettre ça en place, sachant que nous, on est un industriel sur la partie produit. Après, il y a toute la filière. Donc ça, c'est encore un autre sujet intéressant. Ouais. Et on va du coup donner la parole à Cisco pour faire la suite un petit peu de l'impact environnemental. J'ai encore une minute? Non. Pas vraiment, mais s'il y a une dernière chose à dire, allez-y. Non, pas de problème. Non, ok. Vraiment rapide dans ce cas-là. Quand on regarde aussi l'éco-conception sur un câble, quand finalement on vend un câble, beaucoup vient de la fameuse phase de fabrication. Et quand on regarde, qu'est-ce que le plus impactant, c'est l'électricité. En gros, quand on achète un câble fibre optique, on achète de l'électricité. Parce qu'il faut transformer du verre, que c'est très énergivore de transformer du verre en fibre, de mettre cette fibre en plaque, en câble, etc. Et là encore, une manière de faire de l'éco-conception, c'est quand finalement on choisit la provenance de son câble grâce au dernier rapport sur la filière qui a été émis là récemment. En fait, on a montré que suivant la provenance du câble, suivant que le câble est fabriqué dans un pays où le mix électrique est favorable, comme en France avec du nucléaire, versus un mix électrique produit par du charbon, typiquement, en fait, on a un rapport de 1 à 2 sur l'empreinte carbone du câble. Donc finalement, voilà, l'éco-conception, ça joue un peu partout. Mais une fois qu'on a la lecture en fait effectivement de l'ensemble du cycle de vie et qu'on ne se focalise pas uniquement du produit mais qu'on regarde les choses d'un point de vue plus holistique, en fait on se rend compte qu'on a plein de pistes. Pardon. Merci. Oui,
Du coup, peut-être Cisco pour continuer, Laurent Dezonnet. Oui, donc alors chez Cisco, on a également mis en place que s'appelle des stratégies d'éco-conception de façon à optimiser effectivement l'empreinte carbone à la fois des opérateurs et notre empreinte carbone. Et ce qu'on voit, et là où je suis assez d'accord avec ce qui a été évoqué avant, c'est que si on fait l'analyse effectivement de la mise à disposition de la consommation de carbone d'un service FTTH, comparé éventuellement à ce que s'appelle d'autres services comme les services mobiles, le FTTH, ça reste quelque chose qui est relativement je dirais, peu impactant par rapport à des services mobiles, parce que si on regarde les services mobiles, la partie radio est un élément qui est extrêmement consommateur d'énergie électrique. Les antennes radio sont des éléments qui sont extrêmement consommatrices, et des éléments actifs. Donc, dans toutes ces démarches-là, nous, on travaille énormément à se faire en sorte que les équipements actifs qu'on développe vont consommer le minimum d'énergie possible. Donc pour ça, on fait des optimisations au niveau de nos chipsets, en utilisant des chipsets qui vont être peu énergivores. La possibilité aussi de pouvoir désactiver certains des composants pour quand on n'a pas d'usage, notamment sur les équipements actifs au niveau des NRO. De pouvoir également, dans le cycle de vie que s'appelle des équipements, de pouvoir intégrer aussi des logiques de reprise des équipements pour qu'ils soient retraités après leur fin de vie, de s'assurer que quand on développe un châssis, le châssis en tel, il va durer au moins une dizaine d'années, qu'on va pouvoir gérer une vie plus longue en faisant des changements de cartes à l'intérieur de ces châssis. Donc ça, c'est des éléments qu'on met en place chez nous pour améliorer effectivement tous ces aspects écologiques et limiter les impacts. L'autre chose qui est très, très importante, c'est quand on regarde, il y a toute la partie, je dirais, opérationnelle d'un réseau. On a évoqué les coûts associés à toutes les opérations, les interventions que s'appellent des différents opérateurs au niveau des réseaux. Donc, comment on arrive de manière intelligente et dynamique à corriger les cas de panne à distance, ou optimiser les temps de déploiement, ou limiter les trajets et les opérations sur les réseaux. Donc, ça veut dire en mettant en place effectivement des logiques de reroutage pour replacer, pour garantir le service. Mais ça veut dire aussi, tout simplement, quand on voit que on peut déployer un certain nombre de fibres sur des équipements, éventuellement fournir des mécanismes de façon à ce qu'effectivement il n'y a que on va se rendre qu'une seule fois sur le site, et qu'on fasse uniquement le patch panel une seule fois, et qu'après, au niveau logiciel sur les équipements, on puisse configurer différentes lambdas, différentes fréquences au niveau du multiplexage, de façon à ce qu'on puisse brancher différentes set-top box sans avoir systématiquement à recabler les différents composants. Ça, c'est une chose. Maintenant, si on regarde un petit peu aussi des fois ce qui se passe dans différents pays, quand on n'a pas une boucle partagée comme en France, effectivement, avoir des équipements qui sont de plus en plus programmables pour fournir la capacité de faire, je dirais, des opérateurs ou je dirais, des NVNO en tant qu'opérateurs, c'est aussi des éléments qui vont améliorer toute la démarche, je dirais la démarche écologique et l'impact de ces réseaux-là sur le bilan carbone des opérateurs. Donc, grosse démarche aussi pour travailler plus en amont sur les infrastructures globales avec des opérateurs pour réduire les bilans carbone. Ça, c'est ce qu'on met en place, sans compter qu'après aussi, j'ai bien entendu toute la démarche, je dirais, de distribution, qui est aussi un impact important sur des composants et des éléments actifs. Donc typiquement aussi, nous on a mis depuis plus d'une dizaine d'années des démarches de recyclage de notre fresque, des cartons
qui servent à transporter tous nos équipements. Donc ça, c'est quand vous avez des distributions de cartons Cisco, ben, ils sont repris automatiquement chez nous, recyclés, réutilisés, ainsi de suite. Et ça semble anecdotique, mais sur le volume de composants et d'équipements, ça fait des grosses démarches en mise en œuvre. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Frédéric Lerich voulait ajouter quelque chose. Oui, alors, oui, je vais ajouter quelque chose. Bon, ça, c'est comme la société Corning, c'est un fabricant de fibres, un fabricant de câbles, mais également d'accessoires de réseau. Donc, on retrouve en effet ce qu'a évoqué Xavier. Donc, en ce qui concerne Corning, par exemple, en effet, dans la fabrication de câbles, l'électricité représente 70 à 80% du coût de fabrication d'une fibre optique. Donc, le Corning a pour ambition de passer à 100% d'électricité renouvelable dans les 4 à 6 prochaines années aux États-Unis et en Europe. En ce qui concerne en effet l'impact sur la densité des matières premières, de la même manière que l'a décrit Xavier, Corning travaille sur ce sujet-là pour passer par exemple à un câble traditionnel qui fait 1,17 fibres par millimètre carré. Un nouveau câble va être à 3,06 fibres par millimètre carré. Donc la réduction de 70%. Donc un câble de 2880 fibres va réduire les matériaux de 70% et le poids de 60% par rapport à 20 câbles 144 fibres. Donc une augmentation par 2 de la densité permet de réduire l'empreinte carbone de 30 à 40%. On travaille également sur en effet les packaging plastiques et leur réutilisation. Et également, on travaille sur la réduction du revêtement de la fibre optique. On passe de 242 microns à 200 microns, puis à 190 microns. Et cette réduction du revêtement de la fibre optique permet d'abaisser l'empreinte carbone de 3%. J'ajoute que dans les spécifications des appels d'offres qu'on reçoit maintenant, les empreintes carbone font partie des spécifications, ce qui oblige les industriels en effet, comme l'a présenté Xavier, à se pencher sur le calcul du bilan carbone de chacun des produits, ce qui est un exercice assez compliqué, puisque donc c'est toute la chaîne de fabrication, inclut les fournisseurs, inclut la supply chain, qui sont à prendre en compte dans ce calcul du bilan carbone. Voilà. Au niveau des accessoires, de la même manière que pour la fibre, de la même manière pour les câbles, on travaille également sur la diminution des accessoires de réseau, donc tout en augmentant la densité d'épissurage. Donc on fait des boîtiers plus petits qui sont capables de faire la même densité d'épissurage. On travaille beaucoup également sur la réutilisation faire de l'injection à canaux chauds, de la réduction de tous les déchets possibles et imaginables qui sont générés par une usine. Voilà ce que je peux partager comme expérience sur la réduction de l'empreinte carbone chez Corning. Eh ben, merci beaucoup et je vais laisser du coup le mot de la fin à Niels VDB du cabinet ECO. Sur l'impact du FTTH, déjà, peut-être un petit mot sur la méthodologie rapidement, j'ai vu l'heure, je vais essayer de faire vite. On sait mesurer depuis peu, il y a un sujet sur la donnée, on a très peu de données pour modéliser un réseau. Un réseau, c'est un système complexe. Déjà, faire une ACV d'un équipement, c'est très compliqué. Quand on peut faire l'ACV d'un réseau en entier, ça se complique aussi. Il y a une étude en France de référence, ADEME-ARCEP, publiée en 2024 sur les données 2022,
qui offre un cadre, un référentiel. Xavier en parlait, hein, des différentes règles. Il faut fixer dans le marbre en fait la méthodologie de calcul pour qu'on puisse se comparer, même si un cadre, ça reste difficile de se comparer. Je en parlerai peut-être après. Mais donc on a ce cadre. Et donc, on a une méthodologie pour faire l'évaluation environnementale des réseaux. Donc, elle a été faite. On a collecté des données auprès des 4 grands FAI. Et donc, il y a des données sur l'impact environnemental du réseau FTTH. Donc, je vais donner des chiffres pour à la fois pour l'ensemble des réseaux fixes, donc pour le cuivre et pour la fibre. Après, dans l'étude, il y a une distinction sur la boucle locale et on peut comparer les impacts boucle locale fibre et boucle locale cuivre. Ce qu'on trouve, c'est que la boucle locale fibre a plus d'impact, mais il y a un petit souci quand même, il y a un petit biais dans l'étude, c'est que avec le plan France Très Haut Débit, il y a eu des investissements massifs, donc ça a gonflé les impacts. Et aussi, il y a un sujet sur le taux d'occupation du réseau fixe qui est à 60% à peu près. Donc, dans le temps, à construction égale, les impacts vont diminuer parce qu'ils vont sur de plus en plus d'utilisateurs. Sur les impacts du FTTH, donc en termes de consommation électrique, c'est 1 TWh à l'année sur l'ensemble de la France. Si on rajoute les box, on monte à 4 TWh. Donc c'est plus 3 TWh. 3 TWh, c'est ce que consomme le réseau mobile national. Donc juste les box, c'est l'équivalent de la consommation électrique du réseau mobile pour la fourniture d'accès à Internet en France métropolitaine. Ensuite, sur la partie changement climatique, c'est 1,6 mégatonnes de CO2. Donc difficile à se représenter un peu ce que c'est. C'est moins d'1% de l'empreinte carbone française, sachant que le numérique, c'est à peu près 4% de l'empreinte carbone nationale. Donc les réseaux, c'est une petite partie de l'empreinte carbone du numérique. Souvent, on dit que c'est 5%. Et après, le reste est réparti à peu près moitié-moitié avec les dernières études là, entre les centres de données et les terminaux. Après, à savoir que la partie réseau, c'est la partie la plus complexe à modéliser, parce que c'est là où on a le moins de données. Donc sûrement que ce chiffre des 5% est sous-estimé, ça c'est mon avis, mais on n'a pas encore les données, les études pour montrer tout ça. Peut-être déjà, qu'est-ce que c'est 1,6 mégatonnes, on ne se rend pas compte. Le mobile, c'est 0,6 mégatonnes, donc c'est un peu presque 3 fois moins, un peu moins. Mais vous verrez, difficile de comparer deux réseaux, je vais vous montrer pourquoi. C'est à peu près 250 piscines olympiques de pétrole. Donc voilà, j'ai fait le petit calcul tout à l'heure. Donc ça fait beaucoup de litres de pétrole, hein. Et après, sur la partie matière, bon, c'est encore moins parlant. Là, on parle en tonnes équivalent antimoine, donc je suis sûr que quasiment personne ne sait ce que c'est. Mais en gros, là aussi, j'ai fait un petit calcul d'équivalence pour essayer de vous le représenter. C'est comme si on avait extrait en termes de quantité de matière 25% du Mont Blanc. Donc juste pour donc les métaux qu'on a utilisés en 1 an pour les réseaux fixes. Donc 25% du Mont Blanc, c'est pas la masse de métaux, c'est la masse de terre qu'il faut excaver, traiter pour récolter les métaux qu'on a besoin. Donc voilà, là vous avez 3 indicateurs, énergie, changement climatique et métaux. Donc voilà un peu les impacts du FTTH. Petit sujet sur la comparaison, je pense que c'est hyper important. Là, si on prend les chiffres en valeur absolue, on se dit, ok, le mobile c'est super, c'est 3 fois moins émissif que la fibre, on va faire du mobile. Pourquoi on ferait de la fibre? En fait, on a parlé, c'est un peu compliqué de comparer les impacts là tu parlais de pommes, mais là je vais parler de réseau du coup. Un réseau fixe et un réseau mobile, on pourrait se dire que c'est pareil. En fait, non, ça remplit pas vraiment la même fonction. Quand on veut évaluer l'impact d'un système, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle, c'est-à-dire quel est le service, la quantité de service rendu par le système. Donc un réseau mobile, ça délivre un réseau en mobilité, pas en point fixe. Un réseau fixe, justement, c'est un point fixe. Donc c'est deux services différents. Mais si on fait quand même l'exercice d'essayer de les comparer, il faut prendre quelques petites précautions. On a parlé, peut-être ramener à l'utilisation, donc peut-être ramener à l'abonné. Là, on se rend compte qu'on a aussi un problème. Un abonné fixe, un abonné mobile, un abonné fixe, c'est un foyer. En moyenne, il y a à peu près 3 personnes dans un foyer. Donc il faudrait diviser par 3 les résultats. Donc si on fait ça, on avance. Ensuite, il faudrait ramener à l'usage. Donc là, on va ramener au giga consommé. On va t'en parler aussi, de ramener à l'utilisation. Et donc là, quand on fait ces calculs-là, quand on prend les résultats et qu'on ramène à l'abonné, qu'on corrige un peu la petite notion d'abonné, c'est quoi un abonné, et qu'on corrige aussi avec les gigas consommés, en fait, en moyenne, on consomme 16 fois plus de données sur un réseau fixe qu'un réseau mobile. Donc, in fine, en fait, c'est le réseau fibre FTTH qui est 3 fois moins émissif que le réseau mobile. Et pour ça, il faut faire des petits calculs intermédiaires sur les études. Donc, ça, un peu petit disclaimer, faire attention à la comparaison des chiffres des ACV.
parce qu'une ACV, on n'a pas parlé, mais c'est une modélisation complexe. Il y a plein de données, plein d'hypothèses, plein d'incertitudes, et souvent, c'est des périmètres différents. Donc, quand on veut, par exemple, comparer le fixe et le mobile, bah là, dans les chiffres que j'ai sortis, on compte les box dans l'impact du réseau fixe. Par contre, dans le réseau mobile, on ne compte pas les terminaux et les cartes SIM. Donc même là, il y a un sujet de périmètre. Pourquoi est-ce qu'on compterait les box ou pas? Donc des fois on les rentre, des fois on les sort. Voilà, donc quand on veut comparer deux chiffres, et bah, c'est un métier, hein, bah, il faut s'assurer du périmètre, il faut s'assurer de la méthode. Donc c'est pour ça qu'on a des méthodologies qui sont de plus en plus normées et il faut tendre vers ça. Et après, il restera aussi le sujet des hypothèses et de la donnée. Donc on peut avoir des hypothèses différentes et on peut avoir des bases de données différentes avec des données de calcul différentes. Donc voilà, tout ça pour dire que ces évaluations, ça reste des évaluations. L'idée, c'est bien d'identifier les grosses masses, de comprendre où le bas blesse, mais l'important, c'est d'agir, c'est pas de mesurer, parce qu'on pourra toujours essayer de mesurer au gramme près de CO2, on n'y arrivera pas, et parce que ça change tellement vite en plus qu'on ne pourra pas maintenir la donnée à jour si on voulait vraiment avoir des données nécessaires. Donc voilà, ce qui compte, c'est d'avoir du bon sens, et bon, les chiffres sont importants, hein, mais le bon sens, ça suffit. Comme tu disais, bah, la fibre, c'est énergie, donc c'est trois quarts du problème, donc c'est ce qu'on va regarder. Et en fait, il y a beaucoup d'équipements, il y a beaucoup de domaines où ça marche à peu près comme ça. Et donc, où bah, une évaluation suffit et le bon sens derrière suffit aussi.